Séoul, en Corée du Sud. Il y a plus d'habitants dans cette ville que dans toute l'Australie. Séoul est considérée comme la capitale mondiale des nouvelles technologies. Shura qui y a vécu. Séoul, c'est une ville vraiment très bien développée, beaucoup de technologies. Tu vois, par exemple, dans les centres-villes, tu vas avoir des gros immeubles, beaucoup de personnes, d'écrans sur les immeubles où tu pourrais regarder la télévision, par exemple. À peine 50 km au nord de Séoul, le mode de vie est complètement différent. La population semble vivre dans une autre époque. Sans Internet, sans télé, sans journaux, sans voitures. Mathieu Perrault, journaliste à la presse, nous explique ce qu'il a vu en Corée du Nord. Le soir, pas de lumière, mais tu sais, les magasins de même, là, avec rien. Puis avec des gens qui sont des commis qui sont pas habitués d'être des commis, qui sont juste là comme des potiches. La Corée du Nord compte parmi les pays les plus pauvres de la planète. On y trouve très peu de ressources naturelles et le pays tout entier est en pénurie alimentaire et énergétique depuis plusieurs années. Étienne Lévesque est spécialiste de la Corée, référé par Amnesty International. On a souvent une imagerie du tiers-monde, de l'Afrique, un peu en Asie centrale ou un peu en Amérique du Sud, mais il en demeure pas moins que la Corée du Nord est un pays du tiers-monde. Si le quart-monde existait, la Corée du Nord serait probablement dedans. C'est vraiment une pauvreté extrême. Pour bien comprendre pourquoi il existe une telle différence entre deux pays pourtant voisins, il faut remonter dans l'histoire. Yves Duquette, professeur d'histoire. On est dans le contexte de la guerre froide, donc t'as la Chine, t'as la bombe soviétique, t'as l'Allemagne de l'Est, puis là, le monde se scinde vraiment en deux gangs, puis Truman décide de ne pas laisser cette pièce-là maîtresse de la Corée du Sud aux mains des Nord-Coréens. Il y a l'intervention. Et là, les Chinois, pour eux autres, c'est comme inadmissible parce qu'il faut arrêter cette progression-là. Ils vont envoyer 300 000 soldats chinois qui, par la suite, vont repousser les Américains et on va revenir en 1953 au statu quo du 38e parallèle. La guerre de Corée a fait près de 100 000 morts. Et d'ailleurs, elle n'est toujours pas terminée. Techniquement, les États-Unis sont encore en guerre avec la Corée du Nord. Parce que c'est un cessez-le-feu qui a été signé, c'est jamais un traité de paix. Après la guerre de Corée, la Corée du Sud a opté pour une stratégie économique capitaliste, comme au Canada et aux États-Unis. Elle a connu une véritable explosion de son économie, devenant une des 15 économies les plus fortes du monde. La stratégie économique de la Corée du Nord fut pour sa part basée sur l'idéologie communiste. C'est vraiment comme la classe unique. Tout est contrôlé par l'État, donc c'est finalement une nationalisation automatique à outrance. Là. Dans les années qui ont suivi la guerre, la Corée du Nord s'est très peu développée. Année après année, l'écart entre la qualité de vie du Sud et du Nord n'a cessé d'augmenter. Aujourd'hui, un Sud-Coréen est en moyenne 12 fois plus riche qu'un Nord-Coréen. Pour empêcher que les Nord-Coréens fuient vers le Sud à la recherche de conditions de vie décentes, le gouvernement communiste a érigé de grandes clôtures autour de son territoire, empêchant ses habitants de quitter le pays, mais l'isolant aussi de toute influence extérieure. Pour bien s'imaginer la vie des Nord-Coréens, il est important de savoir que la Corée du Nord est le pays le plus militarisé au monde.
c'est-à-dire l'endroit où l'armée est la plus grande en fonction de la population du pays. En Corée du Nord, l'armée, le gouvernement, le parti politique, la police, le système de justice, les écoles, les hôpitaux, tout dans ce pays est régi et contrôlé par la même organisation. Il est très difficile d'avoir un portrait exact des conditions de vie de la population de la Corée du Nord parce que toute information la concernant est contrôlée par un organe du gouvernement qui censure tout. Les statistiques sont faussées, les images corrigées, et les rares étrangers à avoir accès à ce pays très hermétique n'ont pas le droit de filmer ou de prendre des photos, ce qui rend très difficile la médiatisation des abus dont sont victimes de nombreux Nord-Coréens. Mathieu Perrault a visité Pyongyang, la capitale. Il était toujours suivi, et on lui a montré seulement ce que le gouvernement voulait bien lui montrer. Un hôpital, on avait vu un laboratoire, puis là, il y avait comme des gens qui avaient l'air d'être occupés, mais tu sais, ils avaient l'air d'être occupés, d'être là depuis pas longtemps, puis de faire... Puis il y en a un, il y avait une calculatrice, mais pas électronique, donc pas d'écran, avec un rouleau qui marche avec un rouleau de papier, mais il n'y avait pas de rouleau de papier, mais il pitonnait. Fait que là, c'est ça, c'était clair que s'il faisait ça, pas parce que c'était efficace ou c'était utile, c'est juste parce qu'il était supposé pitonner sur quelque chose. C'est comme, tu sais, c'était des affaires, tu sais, que les autres ne se rendaient pas compte que pour nous, ça montrait que leur système n'avait pas d'allure. Cette grande organisation qui est l'État nord-coréen ne travaille pas dans l'intérêt du peuple. Elle est loin d'être démocratique. Il y a des élections, mais un seul parti autorisé, aucun choix. Le peuple nord-coréen vit dans la misère et l'État n'a aucun programme ni plan économique pour corriger la situation. En contraste, la classe dirigeante a de nombreux privilèges. En fait, Kim Jong-il graisse la patte de la branche militaire surtout parce que la dernière chose que Kim Jong-il veut, c'est que les cercles militaires se rebellent contre lui et le renversent. Parce que le seul groupe susceptible de le renverser, c'est les cercles militaires. Donc il s'assure qu'il soit vraiment traité aux petits oignons, là, qui est les grosses voitures, des voitures importées qui vivent dans l'abondance. Le reste de la population, ils maintiennent là, vraiment le strict minimum vital. Les informations disponibles sur les conditions de vie en Corée du Nord proviennent de réfugiés qui ont échappé au régime en risquant leur vie, et ce qu'on apprend d'eux est extrêmement bouleversant. Les Nord-Coréens vivent la famine. Il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde. On estime que la pénurie alimentaire a fait plus de 2 millions de victimes dans les dernières années. En Corée du Nord, 70% de la population n'a pas l'eau courante. Selon l'ONU, 30% de leur régime alimentaire provient d'aliments sauvages tels que des racines ou de l'écorce. Nombre d'entre eux survivent en mangeant des petits animaux, des écureuils ou des petits oiseaux, et on constate une déforestation généralisée à l'échelle du pays. Mais du temps qu'il y a eu des ONG en Corée du Nord, ce qu'ils ont remarqué le plus souvent, c'est que l'aide était... Il y avait beaucoup de sacs, par exemple de riz, tout simplement, c'est une denrée de base, qui étaient détournés sur le marché noir. Parce qu'il y a un marché noir en Corée du Nord, ils se sont rendus compte que, par exemple, le riz du USAID, une agence d'aide internationale américaine, certains commerçants s'étaient appropriés cette marchandise-là et la vendaient à fort prix. Cette situation est d'autant plus alarmante quand on sait que la population n'est pas consciente de la gravité du problème. La population est littéralement gardée dans l'ignorance. Pour eux, à l'extérieur de la Corée du Nord, la situation est encore pire. D'abord, il y a la propagande visuelle. Souvent, il y a d'immenses pancartes sur lesquelles sont écrits des slogans en coréen qui souvent vont craindre la population, qu'il faut se rallier derrière le régime parce que le régime est sous une menace permanente d'une invasion, d'une attaque nucléaire. Donc, c'est d'instaurer une crainte, c'est un état de guerre permanent. À cela, il faut ajouter, évidemment, tout ce qui est radio,
c'est des messages de propagande. À chaque fois que tu rentres dans une pièce en Corée du Nord, il y a tout le temps 2 photos qui superposent les cadres de porte partout. Une photo de Kim Jong-il, une photo de Kim Il-sung. Et tu te prosternes devant, tu peux vaquer à tes occupations. C'est très difficile de posséder une voiture pour se déplacer en Corée du Nord. Il y a le contrôle sur les routes. D'un village, tu peux pas, supposons que tu habites dans un village en plein milieu de la Corée du Nord, tu peux pas te rendre au village d'en haut. À moins d'une autorisation spéciale, et c'est extrêmement compliqué, tu as besoin d'avoir une raison, tu peux pas juste aller te promener. Et de cette façon-là, on garde les gens finalement dans des grands enclos. C'est où, OK, il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de mirador, mais ils sont dans leur espace de vie et en sortent pas, ou très 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 peu. Cela va encore plus loin. Pour garder un contrôle absolu sur le pays, les opposants politiques sont très sévèrement punis par un des systèmes de justice les plus corrompus au monde. La situation des droits de l'homme est alarmante en Corée du Nord. Créer une association ou pratiquer une religion est un crime. Les accusés n'ont pas droit à un procès et les exécutions publiques sont fréquentes. On dénombre environ 200 camps de travail, dont un, celui de Yodok, avec plus de 150 000 prisonniers. Les conditions de vie dans de tels camps sont extrêmes. Sous-alimentation, travaux forcés, viols et tortures sont monnaie courante. Si tu commets un crime, c'est donc que tu as le gène du crime en toi. Et si tu as le gène du crime, tu en as hérité et tu vas le transmettre. Donc si tu commets un crime, ton père, ta mère, ton fils, ta fille, tes descendants, qui t'ont précédé, ainsi de suite, toute la famille doit porter une part de culpabilité. C'est un crime grave, toute la famille s'en va dans un camp. Selon les réfugiés, la Corée du Nord pratique l'eugénisme, c'est-à-dire qu'on extermine systématiquement les gens qui présentent des handicaps importants. Tous les analystes avec qui j'ai parlé ne voient pas d'espoir à court terme pour la Corée du Nord. La situation ne changera pas. Mais bien souvent dans l'histoire, des changements importants sont survenus très subitement. L'Allemagne a elle aussi longtemps été divisée entre capitalisme et communisme. Bien que la Corée du Nord et l'Allemagne de l'Est soient fort différentes, plusieurs parallèles peuvent être faits. En Allemagne de l'Est, la partie communiste, des gens ont commencé à se regrouper à toutes les semaines pour exiger un changement de façon pacifique. Ils se regroupaient dans une église pour prier afin que la situation change dans leur pays. Au départ, ils étaient 5, après quelques mois, ils étaient 200 000, à manifester dans les rues criant leur slogan « Wir sind das Volk », nous sommes le peuple. Quelques semaines plus tard, le mur de Berlin tombait à la surprise de tous les spécialistes qui ne pensaient pas qu'une organisation non gouvernementale comme une église aurait une telle influence. Le modèle allemand ne peut pas s'appliquer tel quel à la situation coréenne. Chose certaine, si la situation change réellement, ce sera grâce à la combinaison de plusieurs facteurs. Influence de la Chine, difficultés économiques, essoufflement du régime, conflits internes, mais surtout accroissement des protestations populaires. L'histoire nous l'a prouvé, rien ne résiste à un peuple décidé.